Alors je vais être très bref, je veux simplement vous rappeler que ces conférences ont été organisées par le Centre d'études napoléoniennes, qui est une association à laquelle je vous invite à adhérer, bien sûr. Notre délégué régional, M. Daniel Vasseur, est quelque part, le voici. Donc n'hésitez pas à le contacter si vous voulez tout type d'informations pour notre association. Notre activité dans la région, elle est principalement autour du château de Pont-de-Brique, que l'on essaye de mettre en valeur, mais que l'on essaye de mettre en valeur aussi dans le cadre en fait, d'un parcours napoléonien pour que en fait, on ait bien une vision globale des différents sites napoléoniens, parce qu'en fait chacun a en fait une fonction, et c'est bien l'ensemble du parcours napoléonien qui fait sens dans la région de Boulogne, et c'est quand même un patrimoine qui est exceptionnel, et je vous invite à le défendre autant que possible auprès de vos élus, parce que c'est quelque chose qui mériterait certainement d'être encore plus mis en valeur. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je laisse la parole à Pierre Baptiste, et après ça, à Sophie Buffat. Et je vous invite donc à rester jusqu'à la fin, puisque ceux qui seront restés jusqu'à la fin auront droit à un petit verre de l'amitié. Merci à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Donc, je me présente, je suis Pierre Baptiste Guillemot, et ce soir nous allons parler avec vous d'une conférence qui portera sur surveiller et défendre une frontière maritime sous le consulat du Premier Empire, avec un exemple local, le Pas-de-Calais. Mesdames et messieurs, vous aurez naturellement reconnu sur cette carte notre département, le Pas-de-Calais. Eh bien, figurez-vous qu'entre 1799 et 1815, des navires anglais vont croiser au large des côtes du Pas-de-Calais. Et on peut donc dire que ce département se trouve en première ligne face à l'Angleterre. Alors, je vous l'ai dit, ce soir, nous allons parler de la surveillance et de la défense des côtes, et ce sujet nous invite à poser une série de questions auxquelles nous répondrons au cours de la conférence. Première série de questions, avec une première question qui porte sur comment les autorités évaluent-elles la menace anglaise sur les côtes du département. Et le revers de la médaille, comment la menace anglaise est-elle perçue par les populations du littoral. Dans une deuxième partie, ce qui nous intéressera, c'est simplement qui sont les hommes chargés de surveiller et de défendre le littoral. Avec une deuxième question qui est liée, quelles sont les infrastructures mises en œuvre pour surveiller et pour défendre les côtes du Pas-de-Calais. Et enfin, si on parle d'une menace anglaise sur les côtes, troisième partie, quelles sont les formes, les modes opératoires des Anglais sur ces côtes. Donc les formes des menaces anglaises et donc les modes opératoires. Et on va donc commencer par une première partie qui portera sur évaluer la menace anglaise avec les autorités consulaires et impériales et les craintes des populations côtières. Dans cette première partie, je vais donc me concentrer sur un exemple, les autorités impériales et comment finalement une information part-elle du plan local jusqu'à l'échelon central, donc à Paris, avec les ministères et l'empereur. Partons de la base. À la base, on a les maires des communes du littoral, et ces maires sont les premiers à se faire l'écho des inquiétudes de leurs administrés. À l'échelon supérieur, à l'échelon intermédiaire, et toujours dans le cadre du département du Pas-de-Calais, on trouve les sous-préfets et le préfet du Pas-de-Calais. Sous l'Empire, celui qui occupe le fauteuil, c'est le général baron de la Chaise. Et ces hommes, on peut le dire, ce sont les plus qualifiés pour juger des risques encourus par les zones côtières de leur département. Donc, ces hommes produisent de manière régulière des rapports avec une information. Cette information est transmise en plus haut lieu, à l'échelon national, à Paris. Les rapports des sous-préfets et du préfet du Pas-de-Calais sont réceptionnés par les conseillers d'État. Ces conseillers d'État vont lire attentivement les rapports et en faire une synthèse. Une synthèse qui va être transmise aux ministres. Et les ministres, en fait, simplement, ils vont donner des avis, formuler des recommandations sur les mesures à prendre pour surveiller et défendre le littoral. Et lorsqu'une information est jugée comme étant plus inquiétante qu'à l'accoutumée, eh bien, les ministres informent
Napoléon en personne, consul jusqu'en 1804, puis empereur jusqu'en 1804. Alors la question maintenant qui se pose, c'est est-ce que finalement on craint un débarquement anglais sur les côtes? Eh bien en fait, un débarquement anglais, c'est pas forcément la plus grande crainte des autorités impériales. Ce qu'on craint davantage, c'est par exemple le bombardement d'un port de guerre, comme Calais ou comme Boulogne, pour une bonne raison. Dans ces ports, vous avez des navires. Et donc, bombarder un port, ça a des conséquences stratégiques, ça peut supprimer un certain nombre de navires disponibles pour les Français. De la même manière, bombarder un port, c'est aussi, pour une population, se dire le gouvernement consulaire et impérial ne sait pas me défendre, puisque nous sommes soumis, nous, population côtière, aux attaques des Anglais. Ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte, dès le consulat, que le gouvernement de Napoléon va indemniser les individus victimes des bombardements anglais sur la côte. Et sous le consulat, ces indemnisations s'opèrent un peu au cas par cas de manière anarchique. Par exemple, nous avons en août 1803 le bombardement du Portel. Et très rapidement derrière, eh bien, des habitants du Portel vont écrire au sous-préfet de Boulogne en lui disant « Nous avons subi des pertes équivalentes à 210 francs, pouvez-vous nous indemniser ?» Nous avons à présent un exemple célèbre. Un an plus tard, notre habitante du Portel, Marianne Renard, qui va s'adresser directement à Napoléon lorsqu'il visite le camp de gauche à Boulogne. Et ce qui se passe, c'est qu'elle lui dit « Voilà, ma maison a été bombardée, j'ai tout perdu, cette maison équivaut à 1500 francs, c'est comme cela que j'évalue mes pertes, est-ce qu'on peut me les indemniser ?» Ce qui est intéressant, c'est que Marianne Renard dit « Ma maison a été détruite par les Anglais, mais vous, Napoléon, vous en êtes la cause. » Et la légende indique que le soir même, Marianne Renard se rend au grand quartier général de Napoléon et elle se voit remettre une somme de 1500 francs par le général Guyot, un des plus proches collaborateurs de Napoléon. Enfin, indiquons qu'une somme de 44 000 francs a été très officiellement remise au ministre de l'Intérieur en 1804, mai 1804, pour indemniser précisément les sinistrés de diverses communes visées par les bombardements anglais. Dans ces communes, on trouve Calais, on trouve Boulogne, Saint-Valery-en-Caux, Dieppe, Le Havre. Et, dernier petit point, donc on sait que les attaques de port sont prises au sérieux, mais paradoxalement, lorsqu'on fouille un peu les archives, on se rend compte qu'il existe peu de correspondances, peu de lettres sur ce thème. Lorsqu'il existe des correspondances, c'est très simple, c'est durant la période 1805-1809. 1805-1807, la première période considérée, c'est en fait une période de pleine puissance navale. Les Anglais sont au large des côtes, sont très présents, on les voit. Par ailleurs, entre 1805 et 1807, on notera que l'empereur Napoléon est rarement présent sur le territoire impérial. En 1805, il est en Bohême-Moravie, à Austerlitz, là-bas au fond de l'Europe. En 1806, on le trouve à Iéna. Et en 1807, il est aux confins de la Pologne, jusqu'à la signature du traité de Tilsit à l'été 1807. Et puis, la période 1808-1809, c'est l'époque où les Anglais préparent en fait des expéditions, notamment au printemps à l'été 1809, les préparatifs de l'expédition sur les îles dans l'estuaire de l'Isco, Walcheren, par exemple, Flessingue, bref, une expédition qui vise à détruire les armements navals des Français. Passons maintenant, après avoir un peu comme ça balayé à grands traits l'avis des autorités impériales par rapport à cette surveillance et cette défense des côtes, les menaces anglaises, passons à la question des craintes des populations côtières. On se rend compte, en fait, et c'est assez surprenant, que ces populations côtières, qui sont géographiquement les plus proches de l'adversaire anglais, sont aussi sans doute les moins informées des risques qu'elles encourent. Je m'explique. Dans les villages, par exemple, de pêcheurs, il y a peu d'alertes, il y a peu de craintes. Et pour une bonne raison, ces pêcheurs sortent en mer. Et ils sont fréquemment au contact des Anglais en mer. Il arrive même qu'il y ait des petites transactions entre pêcheurs français et marins anglais. De la même manière, on sait que les populations côtières, de manière générale, ont cette crainte d'une attaque anglaise, d'une menace anglaise. Et cette menace, cette crainte, elle est juste sous-jacente. Ce qui est donc l'idée, c'est que lorsque les mesures des belligérants se font plus agressives, que des mesures sont prises pour défendre les côtes, c'est là précisément que les rumeurs, que les peurs se montrent au grand jour. Et la police, dans ces cas-là, est très prompte à nous dire « Mais en fait, ce sont les femmes qui sont les plus peureuses.
On lit tous les rapports qui concernent les attaques anglaises sur les côtes, et à chaque fois, il y aura une sorte de petit paragraphe, de petit couplet du rédacteur membre de la police pour dire finalement, on n'a pas eu grand-chose à signaler, seulement les cris de quelques femmes, seulement le tumulte causé par quelques femmes et enfants. Et on peut le reproduire ainsi de suite. Une chose quand même, quand les rapports sont honnêtes, et ils le sont parfois, octobre 1806, on indique très clairement qu'en fait la population tout entière a été inquiète des bombardements anglais sur la côte. Et là, c'est la version nette. Nous avons un exemple. Boulogne, octobre 1806, on dit « Le feu ennemi a été de peu d'effet. Par contre, il a inquiété fortement l'ensemble de la population. » Et j'en viens, puisque j'ai évoqué avec vous les avis des autorités par rapport aux menaces anglaises et les craintes des populations qui en découlent, nous allons parler maintenant de comment on surveille et comment on défend la côte du Pas-de-Calais. Pour défendre cette côte, nous avons des hommes, et ces hommes exercent leur activité, leur surveillance et leur défense dans des infrastructures. Alors pour commencer, nous avons 3 groupes d'hommes en fait, qui vont surveiller et défendre la côte, avec des missions particulières pour chacun, nous allons le détailler. Commençons par les canonniers garde-côte. Ces canonniers garde-côte, sous le consulat et sous le Premier Empire, ils sont en fait les héritiers d'une longue tradition. Ils sont en fait les héritiers de ce qu'on appelle les compagnies de la milice garde-côte, que le roi Louis XV a créé durant la guerre de 7 ans, entre 1756 et 1763. Ces canonniers garde-côte, ils ont été supprimés en 1802 à la signature de la paix d'Amiens avec l'Angleterre, et ils sont recréés le 28 mai 1803, ni plus ni moins, 10 jours après la réouverture des hostilités entre la France consulaire et l'Angleterre. Alors ces compagnies, finalement, quels effectifs ont-elles? 121 hommes, dont 96 canonniers, le reste des hommes étant sous-officiers, officiers, lieutenant, capitaine, et puis bien sûr, pour indiquer les ordres à suivre par les hommes des batteries, nous avons un tambour. Point suivant, on va dire, qui sont ces hommes plus précisément? Ils sont âgés de 25 à 45 ans. Ces hommes, ils sont, comment je pourrais dire, établis, il y a des listes établies en fait pour le préfet pour les sélectionner. Ils ont entre 25 et 45 ans. Ce sont le plus souvent des blessés de guerre ou des mutilés légers, donc ils peuvent encore servir. Et ils doivent servir pendant une durée de 5 années consécutives. Précisons ici que ces canonniers garde-côte, dans le Pas-de-Calais, sont dépendants de la sous-direction de l'artillerie de Saint-Omer, et que nous comptons pour les côtes du Pas-de-Calais 4 compagnies de garde-côte, numérotées 4, 5, 6 et 7, et on les trouve notamment cantonnés à Boulogne, à Calais, à Odingan et à Outreau. Et bien sûr, nous parlons de canonniers garde-côte, et bien leur mission est très simple, servir les pièces d'artillerie qui vont jalonner le littoral du Pas-de-Calais. Nous en reparlerons d'ici peu. Deuxième groupe d'individus, bien les douaniers. Les douaniers, vous les avez remarqués, ils ont cet uniforme vert bien particulier, très typique de la douane. Ces douaniers, dans le Pas-de-Calais, ce sont des hommes dévoués. Attention, tous les douaniers de l'Empire n'ont pas ce dévouement. Et leur dévouement les fait apprécier par leurs supérieurs. Par exemple, on a le sous-inspecteur Boucher-Pert, qui commande la sous-direction de Boulogne, qui dit « ce sont d'excellents pères de famille ». Le commissaire de ville, Jean Maine, à Calais, dit « d'excellents agents, ils passent leur temps à se surveiller, si bien qu'une brebis galeuse, simplifions, serait directement démasquée ». Ces douaniers, ils ont de nombreuses missions, et principalement des missions de surveillance de la côte. Ces douaniers, première mission, observer les navires ennemis, ou les navires alliés d'ailleurs, qui naviguent au large des côtes. Donc ils observent. Deuxième mission, peut-être la plus connue, des missions de surveillance. Ces missions de surveillance, elles sont organisées pour lutter contre les incursions d'espions, les incursions d'agents anglais donc, mais aussi les incursions de contrebandiers, par exemple, sur la côte, ou plus généralement tout débarquement furtif de la part de l'adversaire. Ces rondes de surveillance, dans le langage des douaniers, on les appelle les rebats. Elles sont organisées de jour comme de nuit. Et les missions de nuit sont les plus périlleuses, les plus compliquées, et on sait que, assez souvent, les douaniers sont obligés de donner l'alarme à coups de fusil. Ces douaniers accomplissent également, et c'est une petite spécialité dans le département du Pas-de-Calais, des missions en mer.
Parce que Bouchet-de-Perthes nous explique très bien dans ses mémoires qu'il dispose d'une petite flotte de 7 navires. Parmi ces navires, on a un plus important qui s'appelle la Sucy. Et les douaniers donc, qui opèrent à bord de cette flotte de la douane, ce sont souvent en fait d'anciens corsaires français reconvertis. Et Bouchet-de-Perthes nous dit clairement, le rêve de mes hommes qui servent sur les navires de la flottille, c'est quoi? C'est faire des prises sur les Anglais. Donc ils font des prises. Et enfin, ces douaniers collaborent avec les canonniers garde-côte, puisqu'ils logent à proximité des batteries, parfois dans les dunes, dans des conditions assez compliquées, ça nous est raconté, et ils participent, lorsque le besoin s'en fait sentir, à la manœuvre des canons. C'est-à-dire aussi que certains douaniers sont d'anciens canonniers garde-côte reconvertis, et donc le service des pièces d'artillerie, ben, ça les connaît. Notons encore que les mères, femmes, filles de douaniers participent, lorsqu'il y a une attaque anglaise d'envergure et quand il le faut, à la manœuvre des canons. Cela, à nouveau, nous est raconté par le sous-inspecteur Bouchet-de-Perthes, qui admire le courage de ces femmes qui participent à la défense active des côtes de leur département. Après donc, ces douaniers, nous avons, dernier groupe pour surveiller la côte et la défendre, les gardes nationaux. Ces gardes nationaux que j'ai évoqués tout à l'heure au colloque scientifique organisé en collaboration avec le CEN. Ces gardes nationaux, eh bien, c'est une institution phare de la Révolution française, mais qui, sous le consulat et au début de l'Empire, est tombée un peu dans un état de léthargie. La garde nationale, on ne va pas se mentir, au début de l'Empire, elle est plus ou moins moribonde. Oui, mais voilà, Napoléon fait des conquêtes à travers l'Europe, ce qui fait que ses arrières, en particulier les littoraux, se trouvent menacés et dégarnis de troupes. La garde nationale sert donc, en quelque sorte, d'armée de réserve. Entre l'automne 1805 et l'hiver 1810, nous avons, pas très loin d'ici, à Saint-Omer, un ensemble de 6000 gardes nationaux d'élite qui sont cantonnés entre Saint-Omer, donc dans la place forte, mais aussi sur le plateau d'Elfaux, dans ce qu'on appelle la plaine des Bruyères. On sait que ces légions vont accomplir des missions de surveillance et de défense de la côte à tour de rôle. C'est-à-dire qu'il y a 6000 hommes organisés en 4 légions, et bien tous les 2 mois, ces légions accomplissent un service sur la côte. Donc ils quittent Saint-Omer à plus ou moins 40-50 km de la côte et se portent sur le littoral pour le surveiller, pour le défendre et le garder. À côté de cette garde nationale d'élite, donc cantonnée à Saint-Omer, nous avons l'existence d'une garde nationale sédentaire. Cette garde nationale sédentaire qui, au début de l'Empire, est, pour ainsi dire, inexistante. Elle est mise en activité lors d'événements exceptionnels. Tout à l'heure, nous avons parlé du bombardement de Boulogne en octobre 1806. Et bien, suite au bombardement de Boulogne en octobre 1806, la garde nationale sédentaire est mise en activité. De la même manière, lorsque les Anglais débarquent dans les îles de l'Escaut à l'été 1809, cette garde nationale, à nouveau, est appelée au service, un peu comme force supplétive. On lève quand même 50 000 gardes nationaux dans l'ensemble du département du Nord et du Pas-de-Calais. C'est dire l'effort de défense que cela implique. Si on a parlé des hommes qui défendent les littoraux et qui les surveillent au préalable, parlons à présent de la surveillance des rivages du Pas-de-Calais. On va commencer par évoquer cette image, plus précisément, qui représente un corps de garde, aussi appelé poste de garde. Ces corps de garde, ces postes de garde, ce sont de petites baraques en pierre, qui font entre 6 et 7 mètres carrés. C'est vous dire que c'est un endroit finalement assez restreint. Ce qu'on peut dire sur ces corps de garde, c'est qu'ils ont différentes missions. Première mission, ils forment des points de ralliement pour les douaniers avant de partir en patrouille ou au retour d'une patrouille. De la même manière, ce sont des points de surveillance du littoral. Où vous êtes un espion anglais ou un agent anglais ou un contrebandier, lorsque vous voyez un poste de garde ou un corps de garde, vous savez que ce point du littoral est particulièrement surveillé, soit par les douaniers, soit par les gardes nationaux. Enfin, ils servent d'abri aux douaniers ou aux gardes nationaux lors d'intempéries. Alors ce n'est pas très grand, mais ça permet toujours de s'abriter de la pluie. Ces postes de garde sont établis à distance régulière sur le littoral, et souvent le plus près possible du rivage. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on a des raisons topographiques qui vont guider leur installation. En d'autres termes, vieux principe douanier, il est plus simple de surveiller une étendue sablonneuse
exemple une anse, comme ici entre les caps, qu'un espace de falaise. En effet, vous prenez 2 douaniers et vous les postez sur une plage, eh bien, vous arrivez facilement à embrasser du regard l'ensemble de la plage. Par contre, sur les falaises, vous avez des falaises érodées, avec des creux, des différents accidents dans la côte. C'est très compliqué à surveiller, ça nécessite une multiplication des corps de garde, des postes de garde. Pour appréhender de manière extrêmement claire ce qu'est la défense du littoral par la douane sous le Premier Empire, j'ai choisi un exemple local. Cet exemple local, c'est la Pentière de Boulogne, dans l'année bien précise de l'Empire, 1811. Alors déjà, un petit peu de vocabulaire. Une Pentière, c'est quoi? Dans le vocabulaire des douaniers, c'est l'espace qu'une brigade de douane est chargée de garder. Et à Boulogne, en 1811, à la tête de cette Pentière, nous avons un homme qui s'appelle Jacques Boucher-Perthes, né en 1788, juste avant la Révolution, et mort à la fin du règne de Napoléon III en 1868. Jacques Boucher-Perthes, vous le connaissez peut-être, parce qu'il a été l'un des principaux préhistoriens français au XIXe siècle. Bon, c'est pas le sujet de la conférence, mais je l'indique quand même, c'est toujours intéressant. Cette Pentière est organisée de cette manière. Nous avons 13 postes entre l'Écluse et Équin, et 13 postes entre Équin et le Cap Grinet, chaque poste se composant d'un lieutenant de douane, de 4 préposés et d'un sous-lieutenant, et je précise, seulement dans certains cas. Par ailleurs, nous avons aussi un poste de douane bien plus important à Boulogne, avec un lieutenant, un sous-lieutenant et 14 préposés des douanes. Ça, c'est pour la base du dispositif, et je rajoute un petit élément supplémentaire. Nous avons 2 brigades ambulantes, donc des brigades à cheval. Ces brigades à cheval qui donnent davantage de mobilité aux douaniers. Une de ces brigades est située en 1811 à l'emplacement actuel de la gare de Tintellerie, ici, non loin d'ici, non loin du colloque. Maintenant que j'ai parlé des infrastructures de la douane, eh bien, je vais maintenant parler des infrastructures de la défense. Là, j'ai parlé de la surveillance, parlons maintenant de la défense. Pour la défense, nous avons donc des batteries. Il faut bien savoir une chose, sous le consulat du Premier Empire, la défense des côtes, c'est vraiment la grande affaire pour Napoléon et pour ses généraux dans le secteur. On a 50 batteries qui sont installées entre le nord de Calais et le sud de Boulogne, c'est absolument remarquable. C'est un nombre de batteries absolument colossal. Ces batteries ne sont jamais installées au hasard sur la côte, et c'est pour cela que je vais vous parler des facteurs de localisation qui président à leur établissement. Premier facteur, ces batteries sont situées face à des eaux profondes, parce que ces eaux profondes permettent aux navires ennemis de s'approcher au plus près de la côte. Deuxième chose, c'est du bon sens, ces batteries sont plus efficaces si elles sont placées en hauteur au sommet d'une falaise, plutôt que sur une plage au niveau de la mer. Et troisième point, ces batteries protègent principalement les ports de Calais et de Boulogne et les embouchures des fleuves côtiers. Ici, vous avez par exemple l'embouchure du fleuve, enfin, la rivière Canche, et vous remarquez, figurez sur la gauche, une batterie d'artillerie qui est établie. Maintenant que je vous ai parlé un peu des facteurs de localisation, parlons de l'armement de ces batteries. Alors ces batteries sont armées de quelques pièces légères, des pièces de 4 livres, c'est en fait la masse du boulet. Le plus souvent, elles sont armées de pièces lourdes, 12, 16, 18, 24 et 36 livres. Et enfin, pour terminer, par des mortiers de 6 à 12 pouces, et je précise que les mortiers ne tirent pas des boulets, mais des bombes de mortier qui se fragmentent à l'impact. Ces batteries, eh bien, elles ne sont jamais dotées d'une seule pièce d'artillerie. Elles sont toujours dotées de 2 ou 3 pièces d'artillerie. C'est la norme. Ces batteries, elles sont de forme semi-circulaire à leur extrémité, ce qui permet aux canons d'allonger la portée de leur tir. Et puis pour donner un peu plus de mobilité aux pièces d'artillerie côtières, vous le voyez assez bien ici sur les images, ces pièces d'artillerie sont montées sur ce qu'on appelle une plateforme traversante, inventée donc par l'ingénieur Riboval à la fin du règne de Louis XVI. Et en fait, ces plateformes traversantes, ce sont ni plus ni moins que des châssis orientables pour permettre à la pièce d'artillerie de bouger sur site. En plus de ces pièces d'artillerie, on a construit dans les environs de Boulogne des forts sur le littoral. Ce sont les forts de la Crèche
et le fort de l'Eure, que je pointe ici sur le diaporama. Les objectifs de ces forts, c'est quoi? C'est défendre le port de Boulogne, mais aussi, et Sophie nous en parlera dans quelques minutes, du mouillage de la flottille de Boulogne. Alors, il ne faut pas se mentir, les Français, lorsqu'ils développent ces forts sur le littoral, eh bien, se confrontent à de très nombreux obstacles. Le premier obstacle, c'est la nécessité de réunir un personnel nombreux. Alors, je n'ai pas plus exactement là les chiffres en tête, mais je peux vous dire qu'on atteint facilement 400 à 500 personnes pour chaque chantier, excusez-moi, dont à peu près 20% de femmes. Lorsqu'il faut du monde, eh bien, on appelle simplement les hommes des camps, les soldats qui sont dans les camps de la Grande Armée sur le littoral. Deuxième chose, ce qui pose problème aux Français, c'est qu'il y a des retards de paiement très nombreux, très fréquents, et lorsque les ouvriers ne sont pas payés, c'est assez facile à comprendre, ils arrêtent de travailler. Donc, tant qu'ils ne sont pas payés, pas de travail, pas de tailleur de pierre, pas de conducteur sur les chantiers pour transporter les pierres de la carrière jusqu'au chantier. Troisième problème, les tempêtes marines, principalement à l'automne et à l'hiver. Là aussi, ça retarde le chantier. Et enfin, bien sûr, nous avons au large de ces chantiers la présence récurrente de la marine britannique, la Royal Navy, et cette Royal Navy n'hésite pas à tirer sur les chantiers en cours de construction pour les ralentir, ce qui oblige aussi parfois les hommes des chantiers à travailler de nuit, pour éviter les bombardements. Mais bon, à l'été 1804, les forts reçoivent enfin leur artillerie. Alléluia, les Français ont réussi leur pari. Le fort de l'Eure, par exemple, va bénéficier de 12 pièces de 36 livres, on voit ici sur la plateforme, et de 4 obusiers. De la même manière, à la crèche, ce sont 6 pièces de 24 livres, 6 pièces de 36 livres et 4 obusiers. Ça vous place un peu la puissance de ces forts, c'est une artillerie colossale. Et entre ces forts situés un peu à l'entrée de Boulogne, du port de Boulogne, nous avons une ligne d'embossage, et cette ligne d'embossage, donc, elle est constituée de plusieurs dizaines de navires, et Sophie nous en reparlera également tout à l'heure, je n'entre pas dans les détails. L'infrastructure de défense de la côte est complétée par différents éléments. Premièrement, des batteries mobiles qui servent en fait à protéger le cabotage, c'est-à-dire la navigation au plus près des côtes. Deuxièmement, on a un système de signaux qui est utilisé. Et d'ailleurs, il y a une rue des signaux ici à Boulogne. Et en fait, l'origine de cette rue vient de ce système de signaux utilisé notamment par le commandant de la flotte nationale, qui est l'amiral Briggs. Et on peut rajouter à cela des poudrières, que je montre donc ici à gauche sur le diaporama. Et enfin, à droite, pour chauffer les boulets, pour faire ce qu'on appelle les boulets rouges, on a un système de grille et de four à boulets. Alors précisons quand même qu'on n'est pas certain que le four à boulets ait été construit réellement autour de Boulogne. Il coûte cher, c'est un modèle développé sous la Révolution en 1793, et du fait de leur coût, on pense que simplement, ils n'ont pas été mis en œuvre. J'en viens à ma dernière partie, comme je l'avais indiqué, on a donc des menaces que les autorités ressentent, mais aussi la population. On a des hommes et des infrastructures pour surveiller et défendre la côte. Et maintenant, attaquons-nous, si vous le voulez bien, à une dernière partie qui porte sur les modes d'action de l'ennemi anglais sur les côtes du département qui nous concerne, le Pas-de-Calais. Alors, premièrement, ces Anglais, ils agissent de plusieurs manières. Vous avez vu mon opérateur au pluriel, je vais en citer 5 en réalité. Premier mode d'action, simplement l'attaque des navires français. Je vais vous parler ici des combats qui ont eu lieu au large de Boulogne les 4 et 15 août 1801. Ce sont des attaques le plus souvent nocturnes contre la flottille, et donc on a face à face l'amiral Horatio Nelson, le vainqueur de Trafalgar en 1805, et puis un Français bien connu, Latouche-Tréville. Bilan très rapide de ces actions anglaises, notamment échec cuisant pour l'amiral anglais Nelson, qui repart un peu la queue entre les jambes. Qu'à cela ne tienne, autre combat, il pourrait m'objecter que Gravelines est une commune du département du Nord, ainsi que Dunkerque. Et je m'explique. Véritable engagement naval les 17 et 18 juillet 1805. Au début du mois de juillet 1805, il fait très mauvais, en mer du Nord et en Manche, ce qui bloque les navires dans les ports. Le 17 juillet 1805, un amiral néerlandais, batave, comme on dit à l'époque, un certain Verhuel, va faire sortir ses navires du port de Dunkerque. Pour quelle raison? Il fait beau, il en profite. Il sort en mer avec un convoi composé de prames, et donc les prames sont ici aux extrémités, et un ensemble de plusieurs dizaines, une trentaine de canonnières. Au large de Gravelines, cette flottille de canonnières et de prames
est attendu de pied ferme par 15 navires anglais, une escale, dont un vaisseau que vous voyez ici. On pourrait se dire, les prames n'ont aucune chance, les canonnières non plus. Et pourtant, quelques canonnières s'échouent, 2 ou 3 visiblement, mais la prame qui se trouve en queue de peloton, la ville de Genève, va ouvrir un feu nourri sur les Anglais, et vers 23 h, ceux-ci vont décider de capituler, entre guillemets. Ils arrêtent la poursuite, ils se retirent. Le lendemain, Verhuell pourrait se dire, j'ai gagné mon pari, les Anglais ne m'ont pas poursuivi. Eh bien si, Verhuell continue sa route, et au large du cap Griné, nouvelle attaque des Anglais, qui sont venus en force, et à nouveau, les prames et les canonnières réussissent à passer et à entrer sans trop de dommages, excusez-moi, au port d'Angleterre, c'est leur destination finale. Donc, échec de la réception anglaise, et le convoi donc arrive à bon port, tout est bien. Dernier exemple, pour parler des engagements d'importance au large de nos côtes, c'est l'exemple du 20 et 21 septembre 1811. Napoléon se trouve à l'époque à Boulogne, dans un point d'inspection, et il demande à l'amiral, le contre-amiral Bast, excusez-moi, que je vais représenter ici, de faire sortir des prames à nouveau et des canonnières. En face, 5 navires anglais pour les attendre, et l'issue du combat est malheureuse pour nous. On va avoir une prame, la ville de Lyon, qui va être lourdement canonnée par un navire anglais, par un brick, la Naïade, et cette prame, ville de Lyon, va devoir capituler et est emmenée par les Anglais au large. J'ai trouvé, à présent, assez peu d'informations qui concernent les attaques de navires marchands par les Anglais. J'en ai trouvé une, par exemple, qui parle d'attaque en avril 1805 entre Calais et Boulogne. Mais peu de choses, en fait, les navires de commerce français, le plus souvent, sont bloqués dans les ports, ils ne sortent pas, on trouve des navires désarmés. Par contre, ce qui m'intéresse beaucoup plus, bon, l'image n'est pas contractuelle, ça ne se passe pas au large de nos côtes, mais ça montre une attaque de corsaires. L'idée, c'est qu'il y a des engagements navals très fréquents entre les navires anglais et les corsaires français qui font de très nombreux dégâts aux Anglais. C'est-à-dire que les corsaires français opèrent des prises. J'ai choisi arbitrairement, dans le cadre de cette conférence, l'année 1807, en me fondant sur les bulletins de police. Que nous révèlent ces bulletins de police? Eh bien, premièrement, que le 20 avril 1807, 3 navires anglais pourchassent des corsaires, dont le Grand Napoléon, au large de la côte. Le 6 juin 1807, le Prosper, un navire corsaire français, est capturé par les Anglais. Son équipage est fait prisonnier. Petit aparté, le capitaine, l'un des plus connus de la côte, va réussir une évasion rocambolesque d'Angleterre. Il va longer toute la côte, va réussir à embarquer sur un canot, traverser la Manche et débarquer sur nos côtes. Il reprend du service. 4 novembre, violent combat entre 2 navires non identifiés, un navire français, un corsaire, et un navire anglais. Et enfin, triste journée que celle du 27 novembre 1807, un corsaire de Calais et un corsaire de Boulogne sont capturés coup sur coup dans la même journée, ce qui implique plusieurs dizaines de pertes pour les équipages français aux mains des Anglais envoyés en Angleterre. Deuxième point, le bombardement des côtes par les Anglais, et en particulier des ports. On bombarde entre 1803 et 1806 tout particulièrement les ports de Calais, de Boulogne, et d'autres ports moins importants, un peu secondaires, de la côte. L'idée, c'est que les dégâts occasionnés par les Anglais sont toujours minimisés par les textes administratifs français. On dit, il y a peu de pertes, les dégâts sont peu considérables, les vitres ont été brisées, le fort rouge a été touché par un brûlot anglais, ne vous inquiétez pas, les hommes qui étaient chargés de le garder sont indemnes. Bref, dégâts constamment minimisés de la même manière que les pertes civiles. On prend un exemple, en 1803 à Calais, si je me souviens bien, il y a 12 maisons touchées par le bombardement, et il n'y a qu'un blessé, qui est un prisonnier anglais à Calais, et qui reçoit en fait un éclat de bombe dans sa prison. Bon, un exemple un peu anecdotique, mais quand même, qui montre un peu ce qu'il en est. Par contre, les Anglais, ils aiment bien nous attaquer avec des moyens un peu expérimentaux. Et les Français ont au fait de considérer ces moyens expérimentaux, utilisés par les Anglais, comme des moyens déloyaux de faire la guerre. À l'écran, je vous ai représenté ce que les Français et les Anglais évoquent comme des brûlots ou des catamarans. Ces brûlots, ces catamarans, ils nous ont été décrits grâce à un rapport d'un certain général Mathieu Dumas, qui a pu observer un objet échoué sur la côte. Il nous dit que ces brûlots catamarans sont longs de 3,5 mètres, larges d'1 mètre, hermétiquement scellés. Ils sont lestés de telle manière à pouvoir être toujours à fleur d'eau, et ils contiennent de la poudre, des matières inflammables et un mécanisme d'horlogerie. Excusez-moi, autrement dit, c'est une sorte de machine infernale. En 1805, le 1er octobre, un ingénieur américain,
au service anglais à ce moment-là, Robert Fulton, et ses 4 torpilles conçues par ses soins pour cibler des canonnières de la flottille de Boulogne. Et les Français sont très contents, les torpilles effectivement passent bien à côté des canonnières, elles explosent, mais sans causer grand dommage. Et puis en 1806, donc l'année suivante encore, eh bien les Français, la défense des côtes en tout cas, est confrontée à une nouvelle arme, les fusées Congreve, utilisées contre la flottille de Boulogne. Donc ces fusées tirent vraiment d'un officier d'artillerie qui les a inventées, en tout cas qui les a observées en Inde et mises au point en Angleterre, un certain William Congreve. Ces fusées, ce sont des objets incendiaires qui ont une portée toute théorique de 2400 mètres et qui portent une charge explosive d'environ 10 kg. Lorsqu'elles sont utilisées contre le port de Boulogne, elles sont tirées depuis le navire de la Royal Navy. Et si c'est une surprise stratégique pour les Français qui les observent s'abattre sur la flottille sans beaucoup de dégâts, les dégâts sont assez minimes et finalement les Français sont assez peu convaincus de l'efficacité de cette arme expérimentale qu'ils réussissent à capturer d'ailleurs et à dessiner. C'est ce que j'ai reproduit ici à droite. Troisième point, les Anglais mènent une guerre un peu asymétrique, enfin je dirais plutôt hybride, même pas asymétrique, hybride, avec l'infiltration d'agents, parlant directement d'espions, sur le littoral. L'espionnage est une réalité tout à fait majeure pour les littorales du Pas-de-Calais, sous le consulat d'ailleurs comme sous l'Empire. Napoléon est pris d'une véritable espionnite, donc une peur, une crainte terrible de ces espions, entre 1803, donc la rupture de la paix d'Amiens, et 1805, le moment où les troupes napoléoniennes quittent la zone de Boulogne et de la côte pour se rendre vers l'Est, le Rhin et l'Allemagne, la Bohême-Moravie, très loin là-bas à l'Est. Il dit à ses commandants de camp, Napoléon, nous sommes entourés d'espions. Et on pourrait donc se dire, quel est donc le profil de ces espions? Eh bien, la police française, avec ses rapports, nous est d'une grande aide. En 1804, elle indique que l'on trouve parmi ces espions des femmes. Visiblement, Napoléon a même été approché au château de Pont-de-Brique, pas très loin d'ici. On trouve également des individus dont la profession implique de nombreux déplacements, des négociants, des marchands forains et des colporteurs, des hommes qui savent se fondre facilement dans la masse, dans les villes et les bourgs. Et enfin, des individus que les Anglais à qui les Anglais donnent des papiers d'identité qui laissent penser qu'il s'agit de ressortissants de pays neutres. À l'époque, le Danemark, par exemple, la Prusse, la Suède. Voici pour le profil des espions. Mais qui dit espion dit mission. On a des missions d'espionnage. Je vais vous en parler. Ces missions d'espionnage, elles sont de différents types. Premier type, c'est très facile, ce sont les missions de renseignement sur la côte. Les espions séjournent dans les ports de la côte, Calais et Boulogne, et aussi à proximité des camps que les Français ont installés. Montreuil, Saint-Omer, et là-bas jusqu'au camp de Bruges, sur la côte belge. Ils prennent donc du renseignement, et certains, on le sait, sont plus méticuleux que d'autres. Par exemple, le 3 août 1811, les Français arrêtent 2 espions anglais qui sont en train de croquer, de manière très scrupuleuse, le profil de Calais et de son port. Autre mission des espions, ils utilisent des signaux qui sont actionnés entre la côte et les navires anglais pour établir entre la côte et les navires anglais au large des communications. Les Français ont une peur terrible de ces signaux, on le voit dans les correspondances. Face à l'espionnage, on a des mesures qui sont très variées côté français. On interdit par exemple aux moulins de tourner trop tard en journée, parce qu'on pense que les pales des moulins, lorsqu'elles tournent, indiquent des informations aux Anglais. Ça, c'est un peu pour le côté amusant. Par contre, à côté de ça, les Français développent un véritable réseau de contre-espionnage, avec des mesures étonnamment modernes, avec surveillance, présence de contre-espions, infiltration des groupes d'espions anglais, bref, des méthodes que l'on ne renierait pas aujourd'hui. Enfin, pour juger les espions capturés, on crée des commissions militaires spéciales. Ces commissions militaires spéciales, c'est très simple. 2 possibilités, soit vous êtes acquitté, soit vous êtes condamné à mort comme espion et fusillé. Et Napoléon dit, ces condamnations d'espions, vertu pédagogique, ça dissuadera d'autres espions, profession qu'il juge détestable, de recommencer, ou d'agir simplement en fait. Les Anglais mènent aussi des actions de propagande sur la côte. Ça, j'en parle très rapidement, c'est ce qu'on appelle les jets de libelles. Les libelles, ce sont des textes séditieux que les Anglais vont disperser entre 1808, le début de la guerre d'Espagne, et
en 1814, l'abdication de Napoléon, la première en tout cas à Fontainebleau, ils vont disperser des écrits séditieux de propagande. Ils visent tout particulièrement les estuaires et enferment leurs textes de propagande dans différents contenants, barils, bouteilles ou caisses. Ce n'est pas toujours pour de succès, parfois les écrits dérivent très loin, et finalement, on les retrouve dans les dunes, sur les plages, au bord des falaises, sur toute la côte, de Calais à Boulogne. De la même manière, des mesures fortes sont prises contre les individus qui jetteraient des libelles. De la même manière, on les juge comme des espions devant des commissions militaires. Et pourtant, ce jugement terrible devant une commission militaire ne dissuade pas des Anglais, des agents anglais, de diffuser ces libelles sur la côte. Une chose à bien avoir en tête, les libelles sont vraiment l'élément majeur de la guerre psychologique que se livrent les Français et les Anglais sur le littoral du Pas-de-Calais entre 1808, donc la guerre de la péninsule ibérique qui commence, et 1814, la fin de l'Empire. En fait, l'idée c'est de tourner à son avantage les populations du littoral. Et d'ailleurs, pour montrer à quel point les autorités françaises craignent ces libelles, eh bien en 1809, après la victoire française de Wagram contre l'Autriche, un amiral, Lacrosse, va faire envoyer aux Anglais les bulletins de victoire de la Grande Armée de Napoléon. Envoyer bulletins de la Grande Armée qui répondent aux libelles anglais. Et on finit par la question de la pêche. Les Anglais ont l'habitude d'intercepter les pêcheurs. L'idée, c'est que la guerre, la reprise de la guerre avec l'Angleterre, met fin à la grande pêche. Une pêche au large, menée sur des navires assez importants, 25-26 tonneaux, des équipages assez nombreux, et on pêche de poissons, la morue et le hareng. Puisque la pêche au large prend fin, se développe une pêche côtière, avec des équipages de moindre importance et des navires de plus faible tonnage. On a par exemple le cas Calais à Boulogne. Et face à cette pêche, les Anglais ont des réactions assez diverses. Par exemple, ce n'est pas rare qu'ils cherchent à les poursuivre, à les intimider ou à mener contre eux des démonstrations de force. Parfois, ils vont plus loin, en les attaquant de manière réglée, lors d'opérations presque commando à proximité des côtes. On a par exemple le cas au début de la guerre, en 1803, en juin, où les Anglais vont s'approcher par ruse de navires français, ils vont leur arracher du poisson, puis ils vont les encercler et capturer une quinzaine de navires. 127 prisonniers, des pères de famille le plus souvent, envoyés en prison sur les terribles pontons en Angleterre. Donc les Anglais n'hésitent pas à utiliser pour intimider la manière forte. Et on pourrait poursuivre ainsi en 1808 ou en 1809. Pour avoir regardé un peu l'état de perte, on sait que 25% des navires de pêche côtière sont capturés par les Anglais, avec des pertes importantes de l'ordre de 200 hommes chaque année pour les navires français. Et donc ces gens sont envoyés en captivité en Angleterre, dans les conditions qu'on le connaît. Et pour terminer, donc certains pêcheurs s'accommodent de la présence anglaise au large de leur côte, et on a quelques cas d'intelligence avec l'ennemi. Rare, il est vrai. On a un pêcheur, par exemple, qui s'appelle Petit, qui va livrer aux Anglais la méthode pour réussir à naviguer le plus près de la côte en utilisant les signaux des Français. Il va de la même manière se proposer pour servir de guide pour capturer un corsaire français appelé le Vimereux. Donc ces cas existent, mais ils sont rares. Pour terminer, les autorités françaises se méfient des pêcheurs et ils prennent contre eux diverses mesures réglementaires pour contrôler leur accès à la mer. Des mesures réglementaires mal perçues, mal ressenties par ces pêcheurs qui se sentent en fait surveillés par leurs propres autorités. Et enfin, on peut dire que malgré toutes les mesures que les autorités administratives françaises prennent pour surveiller les pêcheurs, eh bien la surveillance des pêcheurs est peu efficace. Certains pêcheurs, pour filer la métaphore, passent entre les mailles du filet. Pour conclure, je dirais simplement que la défense française avait été conçue pour prévenir et repousser un débarquement anglais. Et on peut lui accorder, si vous me permettez l'expression, la mention honorable. La défense a été efficace, en cela qu'elle n'a pas laissé passer de débarquement anglais d'envergure sur les côtes du département du Pas-de-Calais. Malgré par contre la présence de bateaux d'artillerie, eh bien les Anglais parviennent tout de même à perturber le cabotage, donc la navigation près des côtes, la pêche et différentes activités portuaires. Enfin, face au débarquement d'espions ou d'autres activités furtives mises en œuvre par les Anglais, le dispositif français demeure assez efficace. Par contre, vous l'avez remarqué en fin de conférence,
au prix d'une surveillance constante de la population du littoral, et en particulier de ceux qui sont le plus souvent en mer, près des côtes, les pêcheurs. Je vous remercie pour votre attention, et je laisse la parole à ma conférencière, co-conférencière, Merci pour cet exposé extrêmement intéressant.